Bonjour à tous, bienvenue dans Express Orient. Cette semaine, nous vous proposons le témoignage de médecins syriens dépassés par la guerre. Les hôpitaux sont détruits, peu de structures peuvent encore accueillir des blessés. Nous irons également en Irak. Notre correspondante s'est rendue à El-Alam, une ville libérée des djihadistes. Nous verrons comment la population qui avait fui tente de se réapproprier les lieux. Nous effectuerons notre dernière escale en Cisjordanie. Nous évoquerons les difficultés rencontrées par les footballeurs palestiniens. Construire des hôpitaux souterrains pour éviter les bombardements, c'est ce qui est envisagé par certaines ONG en Syrie pour préserver quelques centres de soins. Les hôpitaux paient souvent le prix fort dans le conflit. Dans son nouveau rapport, Amnesty International dénonce les destructions massives et les massacres provoqués par le largage de bombes barils remplis d'explosifs et de fragments de métal sur des écoles, des hôpitaux, des mosquées et des marchés bondés. L'ONG accuse Damas de crimes contre l'humanité. Alix Le Gourdon. Ce jeune homme refuse de montrer son visage, encore traumatisé par l'attentat à la voiture piégée qui lui a fait perdre une jambe et un bras. Dans le couloir voisin, le flot est incessant. Cet hôpital à Damas reçoit près de 1200 personnes par jour. On est submergé par les patients. Tous les jours, ils arrivent de provinces lointaines, le plus souvent avec des brûlures sévères. Dans ces régions, la plupart des hôpitaux ont été détruits ou ne fonctionnent plus. Comme dans la partie est d'Alep, où l'hôpital a dû fermer ses portes début mai. Tenue par les rebelles, la zone est régulièrement bombardée par l'armée syrienne. Depuis 2011, les structures sanitaires sont ciblées dans le conflit et le chaos rend leur reconstruction impossible. Maintenant, on est en train d'envisager, et c'est ce qui est envisagé par les différents personnes qui veulent construire ces hôpitaux-là, c'est maintenant de penser à les mettre sous terre, complètement sous terre, pour justement assurer la sécurité du personnel. C'est pour vous dire. Un personnel médical qui manque cruellement aux rares infrastructures encore debout. À l'hôpital de Damas, les urgences sont saturées. C'est vraiment dur, tous ces gens blessés par la guerre. Nous devons les soigner, nous en occuper. Nos urgences sont constamment en alerte. Selon le rapport d'une ONG américaine publié l'année dernière, la moitié des hôpitaux et plus de 90% des ambulances syriennes avaient déjà été détruits ou endommagés. Direction El-Alam en Irak, la ville sunnite tombée entre les mains des djihadistes a été reconquise par les forces irakiennes. Les habitants qui avaient fui sont de retour chez eux. Il leur a fallu plusieurs jours pour tout nettoyer, pour effacer le passage des hommes de Daesh, leur passage seulement, car les souvenirs sont encore très présents. Reportage de notre correspondante Anne-Sophie Lemouf. 2 mois après la libération d'Al-Alam, la sunnite, ses habitants par dizaines regagnent leur maison. Des retours contrôlés par ces volontaires chiites et sunnites, les Hashed al-Shabi, ou unités de mobilisation populaire placées sous la houlette du gouvernement. Leur mission, traquer les membres de l'organisation de l'État islamique et ceux qui les ont aidés. Tout civil qui vient ici, je lui prends sa carte d'identité et vérifie son nom dans l'ordinateur. J'ai les noms des personnes recherchées. Les recherchés, je les arrête et les envoie à mon unité. J'ai plus de 6000 noms, seulement pour la province de Salah ed-Din. Parmi ces déplacés récemment revenus, Adnan al-Joubouri, policier avant l'entrée des djihadistes. Pour échapper à la mort, lui et sa famille ont fui vers les monts Amrin. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai juste trouvé la télévision, le satellite et ce frigidaire, c'est tout. C'est bien qu'ils ne les aient pas pris, je ne sais pas pourquoi. Souela, sa belle-sœur, en garde une trace indélébile. Il y avait des poubelles et du sang. Et les lits ont été brûlés. J'ai passé 4 jours à nettoyer la maison. Choquée mais vivante, Souela s'estime chanceuse. Ils ont demandé aux femmes de mettre le niqab. On s'est dit, c'est bon, c'est l'islam. Après, ils ont commencé à décapiter les gens. Ils ont enlevé les garçons à leur mère et ont laissé les mères pleurer. C'est une catastrophe. Autant d'exactions qui ont poussé Mahmoud de la tribu Al-Joubour, réputée loyale au gouvernement, à rejoindre les forces populaires. On les tue comme on tue les chiens. Les chiens ont plus de loyauté que Daesh. Mahmoud le jure, les djihadistes ne fouleront jamais plus la terre d'Al-Alam. Difficile d'en être sûr. 5 kilomètres seulement séparent ses habitants des positions terroristes.
Au Yémen, la situation humanitaire est très préoccupante. Les rebelles houthis affirment vouloir mettre fin aux souffrances de la population. Mais ils ne sont pas seuls à combattre le pouvoir actuel. Il y a aussi les militaires proches de l'ancien président Ali Abdallah Saleh qui se battent à leur côté. L'ancien homme fort du Yémen joue-t-il encore un rôle dans le pays? Les explications de Florence Gaillard. Dans le ciel de Sanaa, une colonne de fumée noire. Les avions saoudiens frappent une nouvelle fois la capitale tenue par les Houthis. Et cette fois-ci, ils visent la résidence de l'ancien président yéménite, Ali Abdallah Saleh. Absent au moment du raid, l'ancien homme fort du pays est de retour le jour suivant. Devant les ruines de sa maison et sur sa chaîne d'information, il appelle les Yéménites à l'unité face aux forces étrangères. Il admet aussi son alliance avec les Houthis. C'est un génocide, une guerre vengeresse et haineuse contre le peuple yéménite. J'aurais pu ne pas m'allier aux Houthis. Mais aujourd'hui et ici, je déclare que le peuple yéménite doit rejoindre tous ceux qui défendent la nation. Après plus de 30 ans au pouvoir, Ali Abdallah Saleh est chassé de la présidence fin 2011, emporté par les manifestations du printemps arabe. Mais autorisé à revenir au Yémen, il reprend la tête de son parti, le Congrès général du peuple. Surtout, il garde des liens étroits avec les militaires. Le président Saleh, je pense qu'il est le chef de l'armée. Il reste certainement quelques corps d'armée de l'armée plus traditionnelle qui échappent à cette emprise. Mais l'efficacité militaire est du côté du président Saleh. Début 2015, à la faveur de nouvelles manifestations, les Houthis venus du nord prennent Sanaa sans rencontrer de résistance. L'armée ne sort même pas de ses casernes. Après la capitale, les rebelles chiites déferlent vers le sud jusqu'à Aden, tandis qu'Al-Qaïda au Yémen s'empare de l'est du pays. Le gouvernement officiel, lui, doit se réfugier en Arabie saoudite. À Riyad, le ministre des Affaires étrangères dénonce la violence des Houthis, soutenus par les militaires d'Ali Abdallah Saleh. Les milices des Houthis et de Saleh commettent des atrocités à Taez, Laïj, Al-Dali et Marib, contre des civils innocents, sans armes, tout comme dans d'autres villes et d'autres régions du Yémen. Le gouvernement en exil compte sur les pays du Golfe pour faire entendre sa voix lors du prochain sommet sur le Yémen. L'ancien président Saleh espère, lui, tirer profit de son alliance avec les Houthis. Il est totalement avec eux. Mais totalement, encore une fois, en gardant son autonomie de décision et en essayant d'apparaître comme un recours. Et je crois que c'est ce qu'il veut essayer de faire. Il veut essayer d'être indispensable pour le retour à la paix. Avec sa fortune amassée pendant ses années au pouvoir, ses nombreux soutiens militaires et politiques, Ali Abdallah Saleh pourrait bien peser dans les prochains mois pour une sortie de crise au Yémen. Lorsque l'on est palestinien et que l'on évolue dans un club de football en Cisjordanie, il y a bien plus que des considérations sportives à gérer. Il faut aussi jongler avec les interdictions de déplacement et de sortie à l'étranger imposées par Israël. La fédération palestinienne veut en finir avec ces barrières. Elle exige des sanctions à l'encontre de l'État hébreu lors du prochain congrès de la FIFA. Reportage de Gallagher Fenwick. Sur fond de colonie, l'équipe de Palestine reprend l'entraînement pour se préparer au match de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Les joueurs et les dirigeants se plaignent tous du fait qu'Israël les empêche régulièrement de jouer librement sur leur terre. Se déplacer, voyager, c'est très compliqué pour nous. Ça met une pression inutile sur toute l'équipe. Dès qu'on doit aller quelque part en Palestine ou à l'étranger, on nous met des obstacles. C'est vraiment dur. Les Israéliens contrôlent tous les points d'accès à la Cisjordanie. L'entraîneur franco-algérien raconte qu'il est souvent retenu lorsqu'il atterrit à Tel Aviv. Une fois, j'ai passé 8 heures de garde à vue avec des interrogatoires un peu, moi je dirais débiles, quoi. Le président de la Fédération palestinienne de football veut que la puissance occupante soit sanctionnée. Lors du prochain congrès de la FIFA, il va déposer une résolution réclamant
la suspension de l'État hébreu au sein de l'organisation. Sepp Blatter, l'homme à la tête de l'organe qui régit le football mondial, s'est dit opposé à cette démarche, mais Djibril Rajoub persiste. Les Israéliens font preuve de haine, d'hostilité et de racisme à notre égard. Il est temps pour la communauté internationale de leur adresser un carton rouge. Dans le document qu'ils comptent soumettre, les officiels palestiniens accusent également 5 équipes israéliennes d'enfreindre les statuts de la FIFA. Ici, l'un des clubs visés par la procédure. Ces joueurs participent au championnat de l'État hébreu alors qu'ils s'entraînent et jouent des matchs dans une colonie en Cisjordanie. Une présence illégale au regard du droit international. Nous, on ne se mêle pas de politique. Tout le monde peut avoir son opinion et l'exprimer librement. On respecte tout le monde. De notre point de vue, il n'y a aucun problème. Ici, c'est ma maison. Je suis né ici. Cet endroit fait partie de l'État d'Israël et c'est tout. Pour faire passer leurs textes, les Palestiniens comptent sur leurs soutiens internationaux. Aujourd'hui, c'est un Sud-Africain qui a milité contre l'apartheid et qui est désormais président d'une ONG antiraciste qui leur rend visite. Nous sommes ici en tant que membres de la FIFA. Nous sommes ici pour constater les problèmes de racisme et de discrimination dont vous souffrez à cause des Israéliens. Pour être approuvée, la résolution palestinienne a besoin de recueillir les voix d'une majorité aux 3/4 des 209 membres de la FIFA. On termine par ces images en provenance d'Iran. On dit que la musique adoucit les mœurs, c'est bien, l'art doit aussi y contribuer. Ça semble être la nouvelle devise de la République islamique. Les autorités ont décidé de remplacer les pancartes publicitaires sur les routes par des affiches d'œuvres d'art, un moyen de ne pas perdre son temps lorsqu'on est bloqué dans les embouteillages. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Express Orient. À très bientôt. L'info continue sur France 24.